Bonjour à tous, je vous propose avec cette vidéo de comprendre la théorie du Big Bang à travers son aspect historique. Comment les scientifiques sont-ils arrivés à construire cette théorie au fil des années? D'où tire-t-elle son nom? Est-elle seulement prouvée? Première chose à savoir, le Big Bang n'est pas du tout une explosion. Commençons avec l'année 1917 avec Albert Einstein d'origine allemande, qui est certainement le plus célèbre des scientifiques. À cette époque, il faut comprendre qu'on ne connaît que notre galaxie. On ignore complètement l'existence d'autres galaxies, même si certains l'ont suspecté longtemps auparavant, comme par exemple Emmanuel Kant en 1755. Oui, je parle bien d'Emmanuel Kant, le philosophe. Einstein donne en 1917 une description de l'univers, que l'on appellera l'univers d'Einstein. Selon moi, l'univers est homogène et isotrope. Alors, homogène et isotrope, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que peu importe la direction dans laquelle vous regardez l'univers, vous verrez toujours plus ou moins la même chose. Un peu comme si vous étiez au fond d'un océan. Peu importe la direction où vous regardez, vous voyez toujours de l'eau. Alors, bien sûr, il y a des petites différences. Peut-être que si vous regardez à droite, vous verrez une étoile. Si vous regardez à gauche, vous verrez un trou noir. Mais globalement, dans toutes les directions, on voit plus ou moins la même chose. Pour des raisons non expliquées, peut-être liées à ses croyances religieuses, Einstein va ajouter une autre hypothèse. Je pense également que l'univers est stationnaire. Stationnaire, ça veut dire éternel. Il a toujours été là et sera toujours là. Mais en plus, il ne semble pas spécialement évoluer. Alors bien sûr, il se passe des choses à l'intérieur, mais dans son ensemble, il n'évolue pas. Mais, ce que l'on sait déjà à cette époque, c'est que sous l'effet de la gravité, les différents objets de l'univers s'attirent les uns les autres. Cela contredit donc son hypothèse d'univers stationnaire, car tout semble indiquer à cette époque que l'univers finira par s'écraser sur lui-même sous l'effet de la gravité. Du coup, pour contrebalancer cette attraction et éviter un effondrement de l'univers, mais surtout pour sauver son hypothèse, Einstein imaginera l'existence d'une force répulsive, qu'il appellera constante cosmologique. Il dira plus tard qu'il s'agissait là de la plus grosse bêtise de sa vie. En 1922, le scientifique russe Alexander Friedmann donnera une nouvelle description de l'univers. En trouvant des solutions aux équations d'Einstein, Friedmann soupçonnera l'expansion de l'univers. Il aurait donc une taille, car il grandit, et donc forcément un âge. Et oui, si l'univers grandit, il devait être très petit à l'origine. L'univers serait donc fini, en expansion, mais sans frontières. Difficile à imaginer, non? Pourtant, vous avez un exemple sous les pieds. Quand vous marchez sur Terre, il n'y a pas de bord de la Terre, n'est-ce pas? Entre 1923 et 1924, l'astronome américain Edwin Hubble observe des nébuleuses, qui sont des étoiles floues, avec le télescope Hooker. Il se rend compte, en s'appuyant sur des recherches de 1908 de l'astronome Henrietta Swan-Leavitt, que ces nébuleuses ne font pas partie de notre galaxie, mais sont en fait d'autres galaxies très éloignées. La première galaxie identifiée en 1925 n'est paradoxalement pas la galaxie d'Andromède, que l'on peut voir pourtant à l'œil nu, mais la petite galaxie NGC 6822 située dans la constellation du Sagittaire. Il découvre par la suite différentes galaxies et constate qu'une majorité d'entre elles s'éloignent les unes des autres et également de nous. Il va même plus loin dans ses découvertes. Plus les galaxies sont loin de nous, plus elles s'éloignent vite de nous, et ce malgré la gravité. C'est la loi qu'on appellera la loi de Hubble-Lemaître. La seule explication est que l'univers est donc bien en expansion, comme affirmé par Friedmann. L'univers stationnaire d'Einstein n'est donc définitivement pas possible. En 1927, indépendamment des travaux d'Alexander Friedmann, l'astronome belge Georges Lemaître rédige un article intitulé Un univers homogène, de masse constante et de rayon croissant, établissant que l'univers est en expansion. Faisant plus ou moins les mêmes découvertes que Hubble et quasiment en même temps, la loi d'éloignement des galaxies s'appelle aujourd'hui la loi de Hubble-Lemaître. Mais Lemaître va un peu plus loin. Il émet une théorie de l'atome primitif. Comme l'univers grandit, il aurait été au départ très petit, de la taille d'un atome très dense et très chaud ayant éclaté. Cette théorie fut appelée ironiquement le Big Bang par l'astronome britannique Fred Hoyle en 1949, afin de ridiculiser cette théorie au cours d'une émission de radio. Ce fut raté car le nom de Big Bang aujourd'hui est resté. En 1948, le scientifique américano-russe George Gamow et son étudiant Ralph Alpher publient un article sur la formation des éléments au début de l'expansion de l'univers. Ils ne croient pas à l'atome primitif et démontrent que l'existence importante d'hydrogène et d'hélium dans notre univers peuvent être expliquées par des réactions nucléaires qui ont eu lieu durant le Big Bang.
La même année, Alpher et l'américain Robert Herman supposent que si l'univers a été à un moment tout petit et donc très dense et très chaud, il a forcément dû émettre un rayonnement lumineux. Et ils ont eu raison. Ce rayonnement lumineux est observable encore aujourd'hui. Il est extrêmement loin de nous. C'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Étudier ce rayonnement revient en fait à étudier la toute première lumière émise par l'univers. En 1953, il propose alors une chronologie de l'histoire de l'univers primordial, c'est-à-dire à ses débuts. Cette chronologie, débutant par les théories du Big Bang, fait désormais l'unanimité chez les scientifiques. Pendant 10 puissance moins 32 secondes, l'univers va subir une grande inflation. L'univers va grandir de manière phénoménale. Alors attention, il s'agit d'un modèle mathématique. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de preuve formelle que cette inflation s'est passée comme on l'imagine. Suite à ça, les plus petites particules de matière vont commencer à se former. Et à partir de 10 puissance moins 6 secondes après le début du Big Bang, c'est au tour des protons et des neutrons d'apparaître. 3 minutes après le Big Bang, et ce pendant 17 minutes, les protons et les neutrons vont fusionner et vont former les premiers noyaux atomiques. Il s'agit des noyaux atomiques d'hydrogène, d'hélium et de lithium. Vers 380 000 ans après le début du Big Bang, les électrons vont s'associer à ces noyaux atomiques pour former les premiers atomes. Il s'agit donc des atomes d'hydrogène, d'hélium et de lithium. La lumière va enfin se mettre à circuler. On l'observe encore aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, c'est le fameux fond diffus cosmologique, la toute première lumière émise par l'univers. On suppose que 100 à 200 millions d'années après le Big Bang, les premières galaxies, les premières étoiles se sont formées. Aujourd'hui, 13,8 milliards d'années se sont écoulées depuis le début du Big Bang.